La résistance à l'insuline est l'une des premières manifestations physiologiques qui mènent au diabète de type 2 et aux complications de cette maladie. Les premières perturbations dans la cellule qui mènent au développement de la résistance à l'insuline peuvent débuter dès l'enfance. Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, j'introduis la notion de résistance à l'insuline. Je souhaite également parler d'une des choses les plus importantes à ajouter à son quotidien pour prévenir la résistance à l'insuline et le développement du diabète de type 2. La résistance à l'insuline est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs, certains associés à notre mode de vie et d'autres sur lesquels nous avons un peu moins de contrôle. Les facteurs génétiques contribuent de façon importante à la résistance à l'insuline. Des chercheurs ont estimé que l'héritabilité du diabète de type 2 pouvait se situer entre 30 et 70 %. Certaines personnes sont donc génétiquement prédisposées à développer une résistance à l'insuline. Des variations dans les gènes impliqués dans le métabolisme du glucose et des lipides peuvent influencer la sensibilité à l'insuline. D'autres conditions médicales comme l'inflammation chronique, certains désordres hormonaux, la prise de certains médicaments et des événements liés aux grossesses peuvent perturber le fonctionnement de l'insuline et contribuer à la résistance à l'insuline. Comme on l'a vu dans l'épisode 4 avec la conférence du professeur Jean-Philippe Chaput, la qualité du sommeil joue également un rôle important dans le développement de la résistance à l'insuline. Ainsi, nos habitudes de vie sont des éléments essentiels et je reviendrai plus tard sur ces piliers de la prévention de la résistance à l'insuline. En 1988, dans une conférence phare du congrès de l'American Diabetes Association, la conférence Banting, l'endocrinologue et chercheur américain Jerry Reaven a introduit le concept du syndrome X, qui est aujourd'hui appelé le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique est une constellation de facteurs qui inclut la résistance à l'insuline, les dyslipidémies, l'hypertension artérielle et l'adiposité abdominale, et qui augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Bien que les scientifiques aient noté un lien entre le poids corporel et le développement de la résistance à l'insuline, plusieurs travaux ont clairement mis en évidence que, peu importe notre poids corporel sur la balance, ce sont les lipides infiltrés dans les tissus maigres comme le muscle squelettique et le foie qui exercent un rôle fondamental dans le développement de la résistance à l'insuline. Par ailleurs, en comparaison à la graisse sous-cutanée, qui est localisée au niveau des hanches, des cuisses, des bras, la graisse qui est localisée à l'intérieur de l'abdomen est associée à plusieurs phénomènes inflammatoires. Les adipocytes, les cellules qui composent le tissu adipeux, sécrètent naturellement des hormones appelées adipokines, dont certaines sont pro-inflammatoires. Lorsque le tissu adipeux intra-abdominal prend de l'expansion et que les adipocytes deviennent hypertrophiés, il libère davantage d'adipokines pro-inflammatoires dans la circulation sanguine, tels que le facteur de nécrose tumorale alpha, le TNF-alpha, et l'interleukine 6. Ces molécules influencent directement la résistance à l'insuline en phosphorylant des protéines impliquées dans la voie de signalisation de l'insuline dans le tissu adipeux et dans le muscle squelettique. Ultimement, ces adipokines peuvent perturber les voies de signalisation de l'insuline et donc diminuer la capacité de l'insuline à promouvoir la translocation des transporteurs de glucose. Pour compenser, les cellules bêta du pancréas devront alors sécréter davantage d'insuline afin de diminuer les concentrations sanguines de glucose. À long terme, les cellules bêta deviennent incapables de produire suffisamment d'insuline pour maintenir les concentrations de glucose à des niveaux physiologiques, ce qui mènera éventuellement à la perte de fonction des cellules bêta et au développement du diabète de type 2. C'est entre autres pour cette raison que plusieurs personnes atteintes du diabète de type 2 doivent utiliser des médicaments qui stimulent la sécrétion d'insuline par le pancréas. Dans le cas où les cellules bêta des patients ont perdu leur capacité à sécréter de l'insuline, le traitement à l'insuline est nécessaire pour contrôler la glycémie. L'inflammation et la perte de sensibilité à l'insuline dans le tissu adipeux peut également entraîner une augmentation des acides gras libres circulants qui résulte de la lipolyse accrue des triglycérides stockés dans les adipocytes. En situation de résistance à l'insuline ne peut tout simplement plus freiner la lipolyse. Les acides gras libres sont donc relargués dans la circulation sanguine et peuvent s'infiltrer dans les tissus périphériques tels que les muscles squelettiques et le foie, où ils peuvent également induire la résistance à l'insuline.
L'augmentation du flux d'acide gras dans le foie surcharge cet organe qui doit gérer un apport très élevé en acide gras. Le foie est un organe métaboliquement flexible qui est programmé pour entreposer des lipides et réguler le métabolisme énergétique. Le foie des oiseaux migrateurs, par exemple, a la capacité unique de stocker de grandes quantités de lipides. Ce processus est connu sous le nom de stéatose hépatique et il se produit naturellement chez ces espèces pour leur fournir de l'énergie pendant les longs vols migratoires. Avec notre mode de vie moderne, l'augmentation du flux d'acide gras au foie est une situation chronique et non transitoire. Dans le foie, les acides gras sont estérifiés pour former des triglycérides qui sont ensuite empaquetés dans des lipoprotéines de très faible densité, les VLDL, et libérés dans la circulation sanguine afin d'être distribués aux autres tissus. C'est entre autres pour cette raison que les concentrations sanguines de triglycérides élevées sont observées chez les personnes insulino-résistantes. Les cellules hépatiques, appelées hépatocytes, ont la capacité de stocker de grandes quantités de lipides sous la forme de gouttelettes lipidiques dans leur cytoplasme. Ce stockage excessif et chronique de graisse peut conduire à une hypertrophie des hépatocytes et à une stéatose hépatique, une condition caractérisée par une accumulation excessive de graisse dans le foie. Les acides gras de la circulation sanguine peuvent également être métabolisés et stockés sous forme de triglycérides dans les cellules du muscle squelettique. Cet excès d'acide gras peut également augmenter le stress oxydatif dans les cellules musculaires. Cela peut endommager les composantes cellulaires comme les protéines, les lipides et l'ADN et entraîner une dysfonction cellulaire ou même des dommages aux tissus. L'accumulation de lipides intracellulaires et le stress oxydatif peuvent déclencher une réponse inflammatoire dans les cellules musculaires impliquant la libération de médiateurs pro-inflammatoires. Une inflammation chronique peut contribuer à la résistance à l'insuline par des mécanismes similaires à ce que j'ai décrit plus tôt dans le cas des cellules du tissu adipeux. Finalement, un excès d'acide gras peut perturber la fonction des mitochondries, les petites usines à énergie de la cellule, ce qui peut induire une diminution de la capacité des mitochondries à produire l'énergie nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques de la cellule. Cela peut compromettre la capacité des cellules musculaires à générer l'énergie dont le corps a besoin pour maintenir ses activités. Pour plusieurs personnes, le premier signe de la résistance à l'insuline est une augmentation des concentrations de glucose à jeun. Il est de plus en plus fréquent d'observer de jeunes adultes qui ont des concentrations sanguines de glucose à jeun supérieures ou égales à 7 mmol par litre, qui est la valeur du diagnostic du diabète de type 2. Le diagnostic du prédiabète s'effectue quand le glucose sanguin ou notre glycémie à jeun est entre 6 et 7 mmol par litre. Toutefois, les perturbations métaboliques qui mènent au prédiabète et au diabète de type 2, comme la résistance à l'insuline, commencent plusieurs années, voire des décennies avant l'augmentation des concentrations de glucose. Par exemple, le pancréas doit sécréter davantage d'insuline pour maintenir des concentrations physiologiques de glucose. Les concentrations d'insuline dans le sang ou l'hyperinsulinémie peuvent donc être un signe précoce de la résistance à l'insuline. Les concentrations sanguines d'insuline ne sont pas utilisées en pratique clinique pour établir le diagnostic du diabète de type 2 ou du prédiabète. Toutefois, des travaux de recherche ont démontré que les concentrations d'insuline, un marqueur de la résistance à l'insuline, sont associées au risque de développer des maladies cardio-métaboliques, même chez les personnes qui ne sont pas atteintes du diabète de type 2. C'est le cas notamment de la classique étude cardiovasculaire de Québec, qui fut l'une des premières études à établir un lien entre l'hyperinsulinémie et le risque d'infarctus du myocarde. Les auteurs de cette étude ont conclu que la relation de cause à effet entre l'hyperinsulinémie et le risque d'infarctus du myocarde n'était toutefois pas encore démontrée et que les concentrations élevées d'insuline pouvaient être un marqueur de perturbations métaboliques sous-jacentes. En effet, plusieurs indicateurs cliniques, comme un taux de taille élevé, des niveaux circulants de triglycérides élevés ou de cholestérol HDL faible et une élévation de la tension artérielle sont associés au syndrome métabolique et peuvent représenter des signes de la résistance à l'insuline. Ces facteurs de risque peuvent également être utilisés par les professionnels de la santé comme indicateurs pour prédire le risque à long terme de développer le diabète de type 2. Pour prévenir la résistance à l'insuline et le diabète de type 2, la plupart des sociétés savantes à travers le monde, comme l'organisme Diabète Canada, recommandent en priorité la perte de poids.
Or, même s'il est bien démontré que la perte de poids via la modification des habitudes de vie peut diminuer l'incidence du diabète de type 2, perdre du poids de façon durable et sécuritaire n'est pas à la portée de tous. Par exemple, les résultats d'une étude appelée Diabetes Prevention Program ont démontré que les personnes qui étaient en mesure de perdre du poids de façon durable diminuaient leur risque de développer le diabète de type 2 à long terme. Cependant, il est difficile de déterminer dans ce type d'étude si c'est la perte de poids en tant que telle ou les changements durables des habitudes de vie qui ont mené à la réduction du risque de diabète de type 2. De plus, cette étude a démontré que les personnes qui n'étaient pas en mesure de perdre du poids de façon durable et dont le poids fluctuait au cours de l'étude avaient plutôt un risque augmenté de développer le diabète de type 2. Les travaux de ces chercheurs ont servi de mise en garde contre les diètes yo-yo et les pertes de poids rapides qui ne sont généralement pas durables dans le temps. Indépendamment du poids corporel, les habitudes de vie jouent un rôle clé dans le développement du diabète de type 2 et c'est la modification des habitudes de vie qui a des effets majeurs sur la résistance à l'insuline. Le muscle squelettique joue un rôle clé dans le développement de la résistance à l'insuline. Pour prévenir la résistance à l'insuline, il nous est fortement recommandé d'utiliser nos muscles en adoptant un mode de vie actif. Les études épidémiologiques sur le sujet ont établi un lien étroit entre le volume d'activité physique et l'incidence du diabète de type 2. Plus notre volume d'activité physique est élevé, plus la réduction du risque est importante et plus on commence tôt dans la vie, plus on diminue notre risque à long terme. Quand nous utilisons nos muscles régulièrement, nous déplétons les stocks de glycogène et nous utilisons les acides gras qui sont infiltrés dans nos muscles comme carburant. Nous améliorons ainsi la sensibilité à l'insuline de nos cellules musculaires et favorisons les effets de l'insuline sur la croissance de nos cellules musculaires, ce qui peut permettre une augmentation de la masse musculaire et une augmentation du nombre de cellules qui peuvent utiliser les lipides et le glucose pour leurs besoins énergétiques. Nos réserves énergétiques contenues dans le foie sous forme de glycogène ou de triglycérides sont également parmi les premières à être utilisées pendant ou après des séances d'exercice. Ces sources d'énergie sont utilisées pour soutenir notre demande énergétique. À plus long terme, une panoplie de bénéfices métaboliques dans le foie sont observés chez les personnes qui passent d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie actif. Même en absence de perte de poids, l'activité physique est notamment associée à une diminution de la quantité de graisse hépatique, à une augmentation de la sensibilité à l'insuline dans le foie et à une diminution de la production de lipides sanguins sous forme de particules VLDL. Pour la plupart des gens, l'augmentation du volume d'activité physique a un effet négligeable sur le poids corporel à long terme. Cependant, l'activité physique contribue à l'amélioration de la composition corporelle en augmentant la masse musculaire, en diminuant la graisse dans le foie et en diminuant la quantité de graisse intra-abdominale. L'activité physique peut influencer la sécrétion d'hormones produites par le tissu adipeux telles que l'adiponectine et la leptine. Ces hormones jouent un rôle clé dans la régulation de l'appétit, du métabolisme des lipides et de la sensibilité à l'insuline. Leur modulation par l'exercice peut avoir des effets bénéfiques sur la santé métabolique. L'activité physique augmente directement la sensibilité à l'insuline des cellules adipeuses. L'augmentation de la sensibilité à l'insuline permet une gestion plus efficace des lipides par les adipocytes. L'activité physique exerce également des effets anti-inflammatoires, ce qui peut aider à réduire l'inflammation chronique dans le tissu adipeux, mais aussi dans d'autres tissus métaboliques comme le foie et le muscle squelettique. La réduction de l'inflammation pourrait avoir des effets bénéfiques sur la voie de signalisation de l'insuline et améliorer la capacité de l'insuline à promouvoir la translocation des transporteurs de glucose, ce qui pourrait contribuer à l'amélioration de la sensibilité à l'insuline de ces tissus. En résumé, l'activité physique exerce des effets majeurs sur la sensibilité à l'insuline. L'activité physique permet de briser le cercle vicieux de l'excès de lipides et de marqueurs inflammatoires en circulation sanguine qui contribuent à l'accumulation de lipides dans le foie et dans le muscle squelettique et au développement de la résistance à l'insuline et à la dysfonction du tissu adipeux. À terme, ces bénéfices métaboliques pourraient contribuer à la préservation des cellules bêta du pancréas et ainsi diminuer le risque de développer le diabète de type 2.
La résistance à l'insuline et le diabète de type 2 sont des maladies multifactorielles, c'est-à-dire que plusieurs facteurs qui interagissent ensemble y contribuent. Nous pouvons, comme individus, exercer un certain contrôle sur certains de ces facteurs, comme l'alimentation et les habitudes d'activité physique. Cependant, il est difficile ou impossible de modifier d'autres facteurs comme les prédispositions génétiques, l'âge et les fluctuations naturelles de certaines hormones. Les polluants environnementaux sont également de plus en plus pointés du doigt pour expliquer la montée des cas de diabète de type 2 dans les sociétés occidentales et un peu partout à travers le monde. Des facteurs insoupçonnés, comme certains produits chimiques contenus dans le plastique, pourraient y contribuer. Dans le prochain épisode, la professeure Céline Aguerre nous parlera de ses travaux de recherche sur le sujet. J'aimerais d'ailleurs remercier la professeure Aguerre qui a aidé à la création de cette série de capsules sur les rôles de l'insuline et sur l'importance de prévenir la résistance à l'insuline.